Bonjour, je suis anthropologue urbain, je suis né à Jaffa, j'ai grandi à Jaffa. J'ai fait mes études au Collège des Frères, qui est une école française coloniale à Jaffa. J'aimerais aujourd'hui vous présenter une histoire conflictuelle et problématique, violente parfois, mais aussi intime de cette ville qui représente, j'espère, un groupe plus important, une modalité d'un urbanisme pluriel et binational parfois et postcolonial est toujours très dynamique. Commençons avec un moment poétique, peut-être deux moments poétiques, avant de passer au moment plutôt politique. Alors là, c'est Mahmoud Darwish, suite à la présentation d'Elias, qui est un spécialiste littéraire. Je voudrais commencer avec une représentation littéraire de la rencontre, de la violence et l'intimité de la rencontre. Alors là, c'est Mahmoud Darwish dans son livre, dans son poème État de siège, qui écrit « Moi ou lui, ainsi commence la guerre, mais elle s'achève par une rencontre embarrassante. Moi et lui. » Et là, c'est en arabe, si ça vous intéresse. « Ana wa huwa, ana aw huwa, hakada tabda al-harb, lakinnaha tantahi bi-liqa harj. Ana wa huwa. » Alors, c'est un peu cette dialectique de la rencontre entre juifs et arabes, entre israéliens et palestiniens, et qui domine la scène urbaine. Et Edward Said, le fameux spécialiste littéraire, parle d'une série de tragédies, d'une série hegelienne de tragédies. Il écrit sur la sublime grandeur du conflit israélo-palestinien, qui est très difficile de comprendre et que vraiment, et ça je prends comme un projet sociologique, qu'il faut prendre le côté palestinien, l'histoire palestinienne et l'histoire juive et ensemble, et de l'analyser pas vraiment comme deux histoires séparées, mais comme une histoire composée. Et alors j'arrête ici avec l'écran, je voudrais vous lire quelques lignes et puis je reviens à ma présentation plutôt visuelle. L'urbanisme binational joue un rôle central dans les situations de conflit à long terme et peu d'endroits ont été plus marqués par la tension entre proximité intime et hostilité viscérale que Jaffa, l'une des villes mixtes d'Israël-Palestine. Je soutiens que de tels endroits remettent en question nos hypothèses sur les villes et le nationalisme, interrogeant la politique de l'État israélien de maintenir des espaces homogènes, ségrégés et ethniquement stables. Analysant les interactions quotidiennes, les histoires de vie et les histoires de violence, je révèle les politiques de gentrification et les coalitions circonstancielles qui définissent la ville. Aujourd'hui, plus que jamais, les relations israélo-palestiniennes semblent être un jeu à somme nulle. Reproduisant des téléologies théoriques et politiques, les études critiques et conservatrices ont conceptualisé les projets nationaux palestiniens et juifs comme des processus antagonistes définis uniquement par la négation et l'exclusion de l'autre. Impliqués dans cette lutte pour la reconnaissance et l'exceptionnalisme, cependant, sous la domination ottomane, britannique et plus tard israélienne, les colons zionistes, les citoyens israéliens et les Palestiniens autochtones ont interagi dans un réseau complexe et multivarié de relations. Cela comprenait d'une part l'achat de terres, la déposition et les querelles territoriales, et d'autre part les partenariats commerciaux, les coalitions de classes, la mixité résidentielle et la coopération municipale. Plutôt qu'un conflit unidimensionnel entre des entités primordiales, autonomes et largement monolithiques, les deux groupes et leur identité se sont ipso facto créés l'un par l'autre dans une dialectique relationnelle de négation et de reconnaissance, d'authenticité et de mimétisme, de ségrégation et de mixité. Les relations mutuelles et l'histoire des contacts entre ces communautés ont souvent été rendues invisibles dans les études israélo-palestiniennes.
Les relations mutuellement constitutives et la rencontre culturelle entre les groupes ethno-nationaux rivaux et les acteurs individuels ont été fortement marquées dans les centres urbains ethniquement mixtes, tels que Haïfa, Jaffa, Lida, Ramleh et Saint-Jean d'Acre, où les Juifs et les Arabes palestiniens ont partagé un espace de vie et concurrence sur des ressources limitées. Dans ces villes, sortant d'une condition de coexistence forcée, une zone frontalière a ainsi émergé qui a mis en évidence, d'une part, le paradoxe des citoyens palestiniens dans un État fondamentalement juif, tout en suggérant simultanément, par le caractère très spatial et social de la réalisation de la mixité, une imaginaire potentiel de sa solution. Cette zone crépusculaire et zone de contact interculturel est le territoire d'analyse que j'explore. La ville de Jaffa, qui a été historiquement centrale pour le développement du nationalisme urbain, tant palestinien que juif, servira de point de départ ethnographique. Accueille des habitants palestiniens, des travailleurs migrants et des collaborateurs déplacés de Cisjordanie et de Gaza, ainsi que des immigrants juifs des Balkans et de l'Afrique du Nord, et récemment aussi des gentrifieurs ashkénazes aisés. Jaffa met à nu la plaie ouverte de la déposition palestinienne, alors qu'elle déploie de nouvelles potentialités pour la réconciliation historique. Depuis plus de deux décennies, je m'investis dans des recherches sur l'urbanisme binational à Jaffa, une ville ethniquement mixte en Israël, où je suis né et grandi. L'intimité violente entre les Juifs et Palestiniens partageant le même espace urbain éclaire certaines des questions les plus profondes du conflit. Les limites de la coexistence, le pouvoir de l'État, l'effet de la gentrification, la myopie du nationalisme méthodologique et l'horizon de l'espoir. Je reviens à ma présentation. J'espère que ça marche. Alors, passons à qui revendique une histoire, une ville, un droit de retour à la ville ancienne. Là, c'est une représentation des démonstrations de 2011, les révoltes arabes et la mobilisation sociale en Israël. Je base mon analyse sur quelques livres que j'ai publiés sur Jaffa. Le premier est une ethnographie historique de la ville, Jaffa Shared and Shattered, Jaffa brisé et partagé. Le deuxième, c'est une collection des histoires de vie des personnes âgées à Jaffa, Twilight Nationalism. Et le troisième, c'est plutôt une collection d'articles sur les villes mixtes. Jaffa aujourd'hui, et ça fait plus que 70 ans, est un site de guerre territoriale entre des histoires symboliques. Là, par exemple, on voit d'un côté, en bleu, le nom d'un rue, Nathan Pence, qui était pas seulement un footballeur, mais aussi un militant sioniste. Le lendemain, le mouvement islamique a posé un autre signe qui demande aux musulmans de demander pardon du Dieu. Mais il y a toujours à Jaffa un dialogue politique entre les deux côtés. Parfois c'est violent, parfois c'est quotidien et parfois c'est symbolique. Là, c'est sur les murs d'un mosque rénové à Jaffa, une histoire d'amour entre un homme palestinien, Fouad, et son épouse Osnat, un graffiti qui a été effacé aussi le lendemain par ceux qui considèrent une histoire bi-religieuse et binationale une aberration. Et finalement, ce dialogue entre les identités sur les murs de Jaffa, 2006, un graffiti qui dit en anglais, d'ailleurs, la plupart de la population ne parle pas l'anglais, Jaffo is the Jewish city too. Alors Jaffa est aussi la ville juive
Et là, c'est pas clair si c'est une déclaration inclusive ou une déclaration d'exclusivité juive. De toute façon, 2 ans après, on constate un nettoyage sémiotique. Et là, tout ce qui était un peu vague, ambigu, et qu'on pourrait lire comme une inclusion, comme une invitation à une citoyenneté binationale, a été effacé. Et là, c'est clairement une déclaration d'identité et d'identité juive exclusive. Pour des décennies, les historiens et les sociologues ont compris le conflit arabe-israélien comme un conflit entre 2 entités bien définies. Ce que je voudrais proposer aujourd'hui est de problématiser un peu ce paradigme et comprendre le conflit comme un conflit dialectique, relationnel, qui nous laisse et qui nous permet de penser les relations intimes et les relations sociales entre juifs et arabes. Théoriquement, les sociologues et les anthropologues ont été victimes, disons, d'un paradigme théorique du nationalisme méthodologique qui ne nous permet pas de sortir cage conceptuel du nationalisme. Et là aussi, j'essaie de comprendre les relations entre communautés à Jaffa en dehors du nationalisme méthodologique. Commençons un peu avec l'histoire. Quand on parle de Jaffa comme une ville mixte, c'est déjà politique, c'est déjà une position politique, parce que le concept même d'une ville mixte est un concept colonial, c'est une terminologie coloniale qui a été intégrée plus tard, dans les années 40, par le mouvement sioniste et plus tard par l'État dans son projet de judaïser les villes et paradoxalement a été approprié par des discours palestiniens depuis les années 90 qui revendiquent une société égale et juste. Alors on voit ce mouvement entre les pouvoirs coloniaux, le pouvoir étatique, sioniste et les acteurs palestiniens. Historiquement, ces villes qu'on appelle les villes mixtes ont été dominées ont changé bien sûr et ont évolué, ont été dominées par les Ottomans, et plus tard par les Britanniques bien sûr, les Israéliens. Et on constate des modèles et des formations différentes, des configurations urbaines dans ces mêmes villes, du XVIe siècle jusqu'à présent. Je vais vous donner quelques exemples. Alors voilà ce qu'on peut appeler les villes sectariennes, les villes ottomanes, qui étaient plutôt Safa, Tibérias, Jérusalem et Hébron. Plus tard, au XIXe siècle, certaines villes comme Haïfa et Jaffa ont émergé comme un site de mixité et d'interaction, d'échange économique. Dans les années 20, 30 et 40, on constate l'escalation du conflit. En 1948, certaines villes qui étaient des villes mixtes ont été purifiées. Et là, on constate l'émergence d'autres villes, comme des années 90, Hatzor Haglilit, encore une fois Safad, et Carmiel, Natzrat Elite et Beersheba. Alors, c'est les villes qui changent leur profil démographique et leur identité. Au point de vue démographique, c'est important de voir que les villes sont vivantes. Alors, Tibérias, qui était une ville avec une population importante de séfaradimes qui parlaient l'arabe, a été complètement purifiée et la population arabe a complètement disparu. Alors, vous voyez ça. Judaïsée, mais d'une façon très violente. Alors, on parle aujourd'hui, on parle de ethnic cleansing. C'est judaïsé, mais d'une façon assez violente. C'était d'une population qui était hétérogène
Et la population, la démographie de Tibérias, qui est une ancienne ville, est complètement homogène, complètement juive. Mais d'autres villes, comme Jaffa, qui ont subi aussi la crise de 1948, 95% de la population arabe a été exilée, subit maintenant aussi une croissance. Alors vous voyez là la croissance de cette population, un certain renouveau aussi social et culturel. Bon, alors comment pourront-on définir une ville mixte? D'un point de vue sociologique, on parle d'une série de conflits, une série d'échecs, en effet, de définir une définition de la situation, une situation urbaine qui n'est jamais stable, jamais simple et toujours en conflit. Alors, le conflit, c'est le conflit pas seulement au niveau spatial, mais aussi au niveau social et au niveau culturel. Je passerai maintenant entre trois moments historiques, trois moments sociologiques, et la gentrification ou l'embourgeoisement de Jaffa, la mobilisation et troisièmement, la scène culturelle alternative. Alors, la gentrification de Jaffa, qui commence dans les années 80, produit graduellement perception de Jaffa comme un espace d'opportunité pour des juifs aisés et comme un espace en danger pour les résidents arabes. Là, c'est déjà le présent, 2021, les émeutes, les événements de mai 2021 qui produisent un discours sur le droit à la ville. Et là, on voit en arabe et en anglais, Jaffa not for sale. On reviendra à ce moment historique. Mais commençons par de la gentrification qui commence dans les années 80. Là, vous pouvez voir déjà les contradictions dans l'espace urbain entre les bâtiments nouveaux et la destruction. L'histoire démographique de Jaffa, si on commence en 1948, est une histoire de l'immigration de quelques dizaines de juifs bulgares, roumains, marocains, etc., qui sont arrivés à Jaffa dans les années 50, qui se sont installés à Jaffa et puis qui ont quitté la ville seulement pour la ville qui a reçu plus tard l'arrivée des gentrifiers. Alors on voit déjà au niveau démographique un dynamisme assez extrême entre les populations prolétaires, les Juifs et les Palestiniens, et le changement urbain à une transformation néolibérale de la ville. Vivre à Jaffa n'était jamais facile, même en 1949, le lendemain de la guerre, les habitants étaient tout à fait confus, ne savaient pas comment vivre dans une ville qui était un centre, un métropole, un centre cosmopolite de tout le pays. Cette ambiguïté était pas seulement au niveau formel et officiel, mais aussi au niveau quotidien. Pour les habitants de Jaffa, même les nouveaux résidents, les immigrants, comme ma famille, qui sont venus en 1951, c'était toujours un mystère très compliqué. Aujourd'hui, on constate que la population de Jaffa est diverse, elle est composée pas de communautés, mais plutôt de fragments de communautés. On peut parler de ce que j'appelle formation communale. On peut parler de la population palestinienne, très affaiblie et toujours en crise. On peut parler de la population juive ancienne et qui graduellement a quitté la ville. On peut parler de nouveaux gentrifiers et des nouveaux résidents assez aisés qui ont une base, un réseau social assez stable et efficace, mais qui cherchent une identité. Finalement, on peut parler des colons que depuis 2007 se sont installés à Jaffa pour un projet de judaïsation et de renouveau de la vie juive
à Jaffa. Pour les Palestiniens, on parle d'un sens d'étrangeté, d'un sens d'exclusion. Alors, en arabe, un des noms de Jaffa est el-Gharib, la mère de l'étranger. Et là, on voit un Palestinien âgé qui parle de la trahison de la ville qui a trahi ses enfants arabes pour accepter les immigrants juifs. Jaffa, bien sûr, est une ville ancienne avec toute une mythologie et toute une nostalgie à cette ancienneté, à cette histoire, aux gloires qu'on parlait avant avec Elias. Le présent est un présent d'évacuation. Là, on a une carte avec les hotspots de la gentrification et qui coïncide aussi avec les ordres d'évacuation, notamment pour des familles palestiniennes. Alors là, c'est Ajami, le quartier de l'ouest de Jaffa, qui subit un processus de commodification de l'immobilier. Arabes et juifs à Jaffa, des militants arabes et juifs, essaient de résister à ce processus urbain. Et là, on voit en arabe et en hébreu, Jaffa pleure, des solutions pour les Arabes de Jaffa. La situation est très intense, avec ce qu'on appelle des gated communities, des communautés fermées. Cette histoire urbaine fait partie d'une histoire de violence nationaliste. Là, par exemple, on voit l'attaque contre le mosquée de Hassan Bey suite à l'opération Suicide Attack du Dolphinarium en juin 2000. Sur le mur de Jaffa, bien sûr, on peut lire la crise. Là, la crise sociale, par exemple, là, des junkies, des drogués, et qui sont partout et qui sont représentés aussi dans cette perception de la ville toujours en crise. Pour les artistes, là, c'est Sami Boukhari qui était avec moi au Collège des Frères, qui représente la ville comme une cimetière. Et là, on voit la ville gentrifiée et le cimetière qui sont un peu semblables. Et pour lui, pour cet artiste palestinien, Jaffa est une illusion. C'est une ville qui vit dans une situation de zombie. Elle est vivante, mais en effet, elle est morte. Alors là, un hobby très répandu à Jaffa, des hommes arabes qui chassent les sangliers. Ici, l'artiste essaie de représenter ce paradoxe urbain en montrant le sanglier qui semble ici assez vivant, mais qui en effet est décapité, est mort. Vous pouvez voir un peu Ajami et puis les projets au sud et à l'est de la ville. Dans ces projets, c'était normalement des Juifs qui habitaient, mais maintenant aussi on constate un mouvement démographique. Et là, c'est la gentrification architecturale et les cartes du planning qui nous montrent que pour la municipalité, le but est de doubler la population juive de Jaffa. Voilà la coexistence problématique entre une gated community, une communauté fermée, et les bâtiments historiques. Ok. Passons au deuxième moment historique, au deuxième moment politique, qui est le moment de mobilisation, et ce que j'appelle parfois situational radicalisme, ou un radicalisme situationnel, parce que c'est un radicalisme qui n'aboutit pas à des résultats politiques. Alors, on recommence avec cette idée du droit de retour à la ville ancienne, qui est important parce que ça rassemble le discours politique du droit de retour au discours urbain, d'un urbanisme perdu de la ville de l'ancienne ville de Jaffa. 2011, les révoltes arabes, mais aussi une mobilisation en Israël pour des droits sociaux. Un camp à Jaffa
rassemble les militants et les résidents arabes et juifs qui militent ensemble contre l'injustice, contre la crise, contre la commodification de l'espace. Là, vous pouvez voir en anglais « No to gentrification ». Il y a une femme palestinienne qui gère le manif. Là aussi, une femme juive et une femme palestinienne qui sont ensemble dans cet événement. C'était encore plus dramatique parce que, à un certain moment, un quartier qui est un quartier mizrahi, un quartier séfaradi, la mobilisation, c'était une mobilisation palestinienne, juifs ashkénazes et juifs séfarades, tout ensemble contre un but qui semblait uni. Là, vous voyez les hommes politiques palestiniens qui parlent de la Jaffa comme la périphérie qui doit se centraliser. Ce mouvement social a échoué, malheureusement, après des victoires symboliques, un manif d'1 million de participants à Tel Aviv, en effet, n'a rien changé. Le printemps dernier, on a constaté que les tensions et les contradictions de cette ville mixte sont bien vivantes et la violence intercommunale était tout à fait impressionnante, était tout à fait étonnante. Il y avait la violence policière qui était extraordinaire. Il y avait des Arabes qui ont mis en feu une synagogue. Et il y avait des cocktails Molotov qui ont fait blesser des enfants. C'était vraiment une crise qui d'ailleurs dure encore. Alors dans des villes comme Jaffa, il y a une histoire de radicalisation, de mobilisation qui sont momentaires, qui sont éphémères, un peu comme la convivialité éphémère, mais qui n'arrivent pas à cristalliser et à créer une conscience politique effective. Tournons à la culture alternative qui émerge dans cet espace binational. On parle des bibliothèques et des librairies en arabe qui ont été fondées par des gentrifiers. Et là, par exemple, le café Yafa. Alors, des contradictions qu'on doit quand même comprendre. Un autre exemple est un bar qui s'appelait Analoulou Bar, où des Palestiniens, des hipsters palestiniens se rassemblaient chaque semaine pour danser, consommer ce que j'appelle l'éros politique de la ville binationale. Alors là, ils jouaient avec des images très politisées comme Laila Khaled ici, et qui en effet rassemblaient trois champs. Le champ de l'activisme politique, le champ de l'art et de la culture et le champ du consumérisme. Je veux conclure avec quelques observations plutôt générales. Et là, je retourne à Lévi-Strauss. Je m'excuse, je n'ai pas trouvé la citation en français. Mais pour Lévi-Strauss, l'anthropologue structuraliste, la bonne distance est une métaphore pas seulement ethnographique, mais aussi une métaphore méthodologique, réflexive. Et là, il nous raconte l'histoire de deux tribus en Amérique, des tribus indigènes qui cherchaient ce mode de coexistence. Et pour eux, c'était la bonne distance géographique et la bonne distance sociale qui étaient clés. Alors, c'est Lévi-Strauss qui écrit « It would be better », ça sera mieux si vous allez loin, mais pas trop loin. Parce que si vous êtes trop loin, il y aura de la guerre, on sera des étrangers. Et si vous êtes trop proche, ça sera la friction sera trop grande et il y aura de la guerre. Alors, allez jusqu'au bout, allez jusqu'à l'horizon, mais restez là. N'éloignez-vous pas trop. Et pour moi, c'est un peu une image
et pour la vie, pour cette socialité complexe, binationale et multiethnique à Jaffa. Et c'est un peu ça le clé pour résoudre les conflits, de trouver la bonne distance. Jaffa est aussi une ville port, est aussi une ville méditerranéenne. Et pour les villes méditerranéennes, c'était Henri Lefebvre, le philosophe marxiste, qui parlait du paradoxe des villes méditerranéennes. Alors il disait qu'il y a une violence inhérente dans ces villes-États qui sont en même temps forts et faibles, et centralisées, mais toujours violentes. Alors, on pourra parler, si vous voulez, plus tard sur cette polyrythmie, sur cette question de rythme urbain, qui est assez comparable dans quelques villes ports méditerranéens. Si on parle entre Beyrouth, Alexandria et Jaffa, par exemple. Comment peut-on comprendre l'histoire de Jaffa? Est-ce Jaffa une ville coloniale? Est-ce Jaffa une ville divisée? Une ville duelle, peut-être? Je proposerais que Jaffa doit être compris à ces termes. C'est compliqué, parfois problématique de projeter nos pensées sur le colonialisme, par exemple, ou sur la division, la dualité urbaine sur Jaffa, parce que Jaffa, comme les villes mixtes en Israël-Palestine, ont une histoire assez particulière. Mais on peut parler des scénarios urbains. Alors, on peut comparer entre Haïfa et Jaffa. Haïfa, au nord, aujourd'hui, est le centre de la périphérie palestinienne du Galilée. Jaffa, c'est le contraire. C'est la périphérie du centre. Et c'est à la périphérie du centre de Tel Aviv, c'est à la périphérie du centre capitaliste urbain d'Israël que Jaffa, en même temps, résidu d'une histoire palestinienne, mais aussi une possibilité, un potentiel de coexistence et d'une vitalité perdue. Finissons encore une fois, avec un moment poétique. Et là, c'est Raja Natour qui parle d'une reconnaissance entre Palestiniens et Israéliens qui est peut-être difficile, mais toujours possible. Elle dit « How did we resemble ourselves when we left? How did we resemble you when we did not return ?» Alors là, si on revient à Edward Said, il y a toute une histoire juive qu'on peut lire à travers l'histoire palestinienne. Et finalement, avec Anton Shammas, que Elias a mentionné ce matin, Anton Shammas, qui s'est marié avec une femme juive israélienne et qui écrivait en hébreu, parle de convivialité peut-être, de cette coexistence, en disant qu'il n'y a pas de solution politique au problème des Palestiniens et citoyens d'Israël. Il y a seulement une solution culturelle. Voilà. Je terminerai ici et on pourra commencer le débat. Bien, merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des prises de parole tout de suite. Sinon, je voudrais juste vous dire... oui, je te laisse la parole, Joanne. Je dirai après. Non, c'était une question que j'avais. Merci beaucoup pour votre présentation. J'aimerais revenir sur ce qui s'est passé en mai dernier, où on a vu un soulèvement de la population palestinienne d'Israël. Et je voulais savoir comment ça s'était matérialisé à Jaffa. Bon, alors, bien sûr, c'est un sujet très complexe, mais je crois que le point principal, c'était un moment de réalisation que la citoyenneté israélienne, mais aussi la citadinité palestinienne à Jaffa, était une illusion. Et pour les Palestiniens qui voyaient les colons soutenus par la police
Et Jaffa a créé une conscience politique qu'on ne voyait pas avant. Alors là, il y avait, mai dernier, quelques axes. Le premier était entre l'axe de Jérusalem et Gaza, qui créait une drame et qui n'était pas nécessairement une drame locale. C'était une drame entre les Hamas et l'État, les forces militaires et disons, un répertoire de violences qu'on connaissait déjà. Alors ça nous a choqué pas. C'était dramatique, mais c'était un peu le même jeu. Ce qui était nouveau, c'est la violence intercommunale, mais aussi la violence policière et dans les villes mixtes. C'était tout à fait pas évident que les citoyens arabes de Jaffa, de Haïfa, de Ramleh, de Lid soulèveront pas seulement contre la police, mais aussi contre leurs voisins. Et vice-versa, c'était aussi assez dramatique de voir les voisins, les Israéliens juifs, et qui étaient aussi paniqués, bien sûr, mais qui ont agi violemment contre leurs voisins. Alors, c'était vraiment un moment de crise, mais je trouve que ces moments de crise sont importants parce qu'ils ouvrent, ou ils exposent les réalités structurelles qui sont normalement cachées. Alors, même si c'était douloureux, c'était très douloureux, ma sœur, ma mère, par exemple, tout le monde avait peur, mes copains de l'école, tout le monde avait peur, arabes et juifs. C'est un moment de vérité. Et c'est une opportunité aussi politiquement, et pour les groupes politiques, de rassembler, de penser le conflit, de penser la citoyenneté qui n'est jamais mise en cause. C'est le paradigme du coexistence libérale a échoué. Et la question maintenant, c'est pourra-t-on remplacer ce paradigme avec un paradigme qui représente la réalité et peut-être un paradigme un peu plus juste. Merci. À l'intérieur de la société, donc de la population juive, effectivement, il semble y avoir plusieurs clivages. Je voudrais revenir là-dessus, c'est-à-dire il y a des clivages sociaux, religieux, certainement. Il y a des religieux et puis des non-religieux, peut-être aussi. Les clivages politiques entre gauche et droite. Et alors quand je dis migratoire, c'est l'origine migratoire de la population juive. Hein. Je pense par exemple aux Russes, aux Mizraïm, etc., etc. Et les clivages sociaux qui peuvent exister entre les plus riches, la bourgeoisie, et puis les plus pauvres. Et je voulais savoir si ça entraîne aussi une géographie particulière entre la périphérie peut-être et le centre. Enfin bon, voilà, c'est une question que je me posais. Bon, je peux vous raconter l'histoire. Ouais, merci, c'est important de comprendre. Je peux vous raconter l'histoire de ma famille. Alors, c'est mon père né en Roumanie, qui est venu avec sa famille en 1951. Il avait 11 ans et ils se sont installés d'abord dans un camp de transit, et plus tard à Jaffa, à Manchiyeh, qui est un quartier qui n'existe plus parce que le quartier a été démoli par la municipalité dans les années 50 et 60 pour créer le centre commercial de la ville, un plan qui n'a jamais réussi. Alors, ils ont détruit un quartier historique sans remplacer, sans effectuer leur plan. Et dans les années 50, alors là, le Manchiyeh, qui était le quartier historique, était toujours un quartier mixte. C'était un quartier, c'est au nord entre Jaffa et Tel Aviv, un quartier qui était historiquement un quartier musulman, mais les années 30 et 40, c'était toujours un quartier mixte entre Jaffa et Tel Aviv, un quartier qui médiait un peu les opportunités et la démographie des Juifs et des Arabes entre Tel Aviv et Jaffa. Après la destruction, Manchiyeh était aussi le point d'entrée
et des militants sionistes pendant la guerre de 48. Alors, c'est de là que Jaffa a été conquis, et le nord de Jaffa. Et dans les années 50, c'était plutôt des immigrants, comme la partie roumaine de ma famille, qui se sont installés là-bas. C'était très prolétaire, mais c'était aussi très, très mixte entre les Juifs eux-mêmes. Alors, il y avait des Irakiens, des Marocains, des Bulgares, bien sûr. C'est plutôt les Bulgares qui sont associés avec Jaffa. Il y a un bouquin magnifique qui s'appelle Entre Sofia et Jaffa. En effet, en 1948, quelques semaines après la fin de la guerre, disons, 40 000 des Juifs de Sofia se sont installés à Jaffa. Alors, c'était vraiment un exemple assez rare d'une relocation communautaire. Et Jaffa juive était très bulgare en ce sens-là. Et de toute façon, ma famille, mon père, qui était électricien, a décidé de s'installer à Yafo Daleg, alors à l'extrémité sud de Jaffa. Et là, dans des immeubles modernes, disons. Et là, c'était une communauté juive aussi très mixte. Alors, encore toujours les Bulgares, les Roumains, les Marocains, les Turcs, etc. Et dans les années 80 et 90, on voyait déjà les Russes et les Éthiopiens. Mais là, c'est la périphérie de Jaffa. Alors, c'est la périphérie prolétaire, qui est maintenant aussi d'ailleurs en voie de gentrification, mais le centre historique est Menchie et Jabalia. Alors, le côté ouest de Jaffa, qui était toujours le côté palestinien, et l'entourage qui était plutôt mixte ou juif. Alors là, les clivages sont des clivages sociaux, mais aussi ethniques. Alors, c'est plutôt entre les gentrificateurs, c'est plutôt des Ashkénazes, bien sûr, aisés qui arrivent. La génération de mes parents, et plutôt des séfarades qui étaient dans la périphérie urbaine de Jaffa, qui normalement d'ailleurs ont quitté la ville. Parce que Jaffa a été stigmatisé jusqu'aux années 90, plus ou moins, stigmatisé comme un ghetto social. Alors les Juifs, alors mes copains par exemple, ont tous quitté la ville parce que c'était une ville noire, c'était une ville déjà toujours une ville souffrante, une ville violente, qu'on ne veut pas avoir une famille dans une ville comme ça. Alors en effet, c'est intéressant parce que les contradictions entre la stigmatisation de Jaffa dans les années 50 jusqu'aux années 90 et l'embourgeoisement de la ville, l'idéalisation de tout à Jaffa, c'est la bouffe, c'est le rencontre culturelle, c'est l'architecture, et tout bien sûr est commodifié aujourd'hui. Alors bon, les clivages sont des clivages importants ethniquement, mais je crois que ça ne sera pas une exagération de proposer que c'est plutôt les clivages religieux qui sont importants entre les colons, qui sont là déjà depuis 15 ans et qui travaillent très efficacement pour créer un réseau d'action politique, de vraiment changer l'équilibre urbain. Et les Juifs libéraux, les Juifs plutôt ashkénazes libéraux qui viennent à Jaffa, sont plutôt des Juifs qui cherchent un mode de coexistence. Alors là, c'est au côté juif. Pour les Palestiniens, c'est aussi assez compliqué, et parce que l'histoire dramatique des Palestiniens de Jaffa est une histoire d'immigration, mais de relocation aussi forcée. Alors en effet, les Arabes palestiniens de Jaffa, aujourd'hui, ne sont pas nécessairement les grands enfants, les petits-enfants des Palestiniens qui étaient à Jaffa avant 1948. C'est un assemblage assez perturbé entre des paysans et entre des réfugiés, entre des collaborateurs, entre des migrants, et qui composent la démographie palestinienne de Jaffa. Alors, c'est vraiment, on peut lire ça, peut-être c'est une crise, bien sûr c'est une crise démographique, mais c'est aussi le dynamisme urbain qui se répète. Parce que l'histoire de Jaffa était toujours une histoire
ouverte, disons, dynamique, cosmopolite, etc. Alors, on peut dire que, d'une façon, 48 était une crise, bien sûr, la crise de la Nakba, mais ça a continué aussi un moteur ou un vecteur ou un élan social qui était toujours là. L'élan de la mixité, l'élan des conflits. C'est un peu ça l'histoire de Jaffa. Et ça se répète aujourd'hui, bien sûr, toujours plus dramatiquement et violemment. Je vais d'abord dire un mot pendant que les autres réfléchissent. Je suis un tout petit peu interpellée par le fait que tout le long de votre exposé, vous avez parlé des Palestiniens et des Juifs. Ces deux notions qui, à mon avis, ne vont pas très bien, enfin, ils ne sont pas de la même nature. Et j'aurais eu tendance à parler des Palestiniens, des Arabes palestiniens et des Israéliens juifs. Je n'ignore pas qu'il existe une minorité d'à peu près 20% de la population israélienne qui est arabe, mais il reste que, il me semble que il aurait fallu, pour moi, ça me semble plus correct de dire des Israéliens juifs, parce qu'il s'agit plutôt, c'est pas tellement la notion de religion qui pèse là, c'est vraiment autre chose, c'est un enjeu national dans les bagarres, etc., dans les luttes, dans la ségrégation, dans toute cette histoire que vous racontez, notamment à Jaffa, mais ailleurs aussi. La question, c'est pas tellement une histoire, c'est pas du tout une histoire religieuse, c'est une histoire nationale. Et du coup, je voulais avoir une réaction de votre part. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que vous savez très bien que la notion de mixité des villes israéliennes est très discutée, très, très controversée même, puisque il y a plusieurs catégories de villes où des populations d'origine différente cohabitent, mais beaucoup sont des villes divisées. Hébron, on ne dirait pas que Hébron, c'est une ville, Khalil, c'est une ville mixte, c'est une ville tout sauf mixte, c'est le contraire de la mixité, alors qu'il y a une énorme population de juifs israéliens très radicaux, mais c'est pas la mixité. Et du coup, ce qui me manque un peu dans votre récit, c'est justement la dimension le côté asymétrique, totalement asymétrique de tout ce qu'on raconte là, et qui est quand même fondamentalement décisif, y compris pour envisager un avenir plus pacifié. C'est la dimension totalement déséquilibrée quand on parle d'Israéliens et de Palestiniens. Il y a quand même, ça dépend d'où, évidemment, parce que là, on parle d'une ville qui est dans le périmètre d'Israël selon les Nations Unies. Mais il reste que, je ne sais pas, mais je prendrais des précautions de langage quand on parle de mixité lorsqu'il y a une si grande disparité de conditions de vie des populations. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est une notion positive, mix. Bien sûr, bien sûr. Ok, c'est très compliqué, mais commençons au début. C'est un peu compliqué. C'est tout un monde politique. C'est pas moi qui suis compliqué. Avec la terminologie. C'est la Palestine qui est compliquée, c'est Israël qui est compliqué. C'est pas moi qui suis compliqué, mais je pense qu'il ne faut pas fermer les yeux. C'est bon, c'est bon. Écoute, alors, commençons avec la terminologie. Oui. Et d'abord, bien sûr, toute terminologie est politique, hein, bien sûr. Et quand on parle, moi j'utilise, disons, la terminologie sociologiquement précise aurait été des Palestiniens citoyens d'Israël. Alors là, ça couvre, ou parfois là, les citoyens arabes palestiniens d'Israël. Là, ça couvre tout. Mais en tant qu'anthropologue, ça dépend aussi d'ailleurs de la génération. Mais les citoyens arabes d'Israël aujourd'hui se définissent de plus en plus comme palestiniens.
Et c'est un discours qui, bien sûr, a changé, et un discours générationnel. Et quand je parle des Palestiniens, je parle des Palestiniens citoyens d'Israël ou des Arabes palestiniens citoyens d'Israël, que parfois dans la média, on appelle les Arabes israéliens ou les Arabes d'Israël, etc. Dans le discours palestinien, c'est Arabes de les Arabes de 48, ou parfois les Arabes de l'intérieur, parce qu'il y a l'idée palestinienne de l'intérieur et l'extérieur. Alors l'intérieur, c'est en effet l'État d'Israël, et c'est des citoyens arabes, à peu près 20% de la démographie, ça dépend si on inclut Jérusalem ou non, il y a toute une histoire autour de Jérusalem, mais on parle à peu près d'une cinquième de la population qui est arabe palestinienne. Comment les appeler, c'est toujours prendre position. Parce que une fois que je dis en Israël, quand je dis les Palestiniens, je suis déjà positionné sur la carte politique, parce que la plupart ne disent pas Palestiniens. La plupart disent les Arabes. Et quand on dit Arabe, c'est déjà une notion dépolitisée, disons, ou apolitique, culturelle plutôt, parce que il y a un autre discours des Juifs arabes, mais je ne sais pas si ça vous intéresse, on pourra développer ça. Et parlant du Juif, bon, d'ailleurs, le sionisme en Israël, c'est pas la France. On ne peut pas séparer entre religion et un projet national territorial. La spécificité du sionisme est en effet l'hybridité entre un discours, un monde ou une idéologie religieuse, une idéologie nationale ou nationaliste. Alors, les distinctions qu'on peut peut-être faire en France, même pas peut-être, même quand on projette ou on voudrait faire, est tout à fait impossible au Moyen-Orient, est tout à fait impossible en Israël. Parce qu'en Israël, pour les Juifs, l'ethnicité, la nationalité et la religion sont inséparables. Alors, comment les appeler? Les Arabes, les Palestiniens les appellent des Juifs. C'est pas, parfois pour des oreilles juives, c'est un peu embêtant, mais c'est la réalité. Et sociologiquement, vous avez raison, on pourrait dire les Juifs, les citoyens juifs d'Israël ou les Juifs israéliens. Je préfère pas. Il y a des sociologues, des anthropologues qui opposent les Palestiniens et les Israéliens. Moi, je trouve que la présence de l'État d'Israël est très importante. On peut pas faire cette division entre Palestiniens et Israéliens parce que les Palestiniens de l'État, les Palestiniens de Jaffa, sont très différents des Palestiniens de Ramallah ou de Hebron, etc. Ce qui nous mène, pas seulement au niveau nationaliste idéologique, mais aussi au niveau religieux, culturel, social. Ça fait déjà 70 ans de socialisation à un monde différent. Ce qui nous mène à la question aussi de la mixité. Et là, bien sûr, c'est toujours le modèle français. Parce qu'en France aussi, la mixité, d'ailleurs, j'ai découvert que la mixité, c'était aussi un concept colonial. En Algérie, il y avait des communautés qui étaient définies par une certaine notion de mixité, collaboration entre les indigènes et les colons, et d'autres communautés en plein exercice. Je crois que c'est connu. Et bien sûr, l'idéal français de la mixité sociale. Alors, la notion de mixité, qui d'ailleurs est une notion, en anthropologie, on distingue entre imique et éthique. Imique, c'est ce que les membres, les acteurs sociaux utilisent. Alors, pour moi, la mixité, c'est pas un concept analytique, c'est un concept que tout le monde utilise. Alors, il faut comprendre le vocabulaire politique. Arabes et juifs parlent des villes mixtes. Normalement, parfois c'est ce qu'on dit un wishful thinking, une fantaisie, et parfois c'est un concept, c'est une terminologie pragmatique tout à fait dépolitisée. Et bien sûr, de plus en plus, on critique la mixité des villes mixtes. Et bien sûr, il faut faire ça, je le fais aussi. Mais il faut comprendre que dans le discours
de discours israélien, c'est une catégorie de villes qui inclut les 5 villes mixtes classiques, c'est Haïfa, Acre, Saint-Jean d'Acre, Ramleh, Lida et Jaffa. Et puis les nouvelles, je crois que j'ai montré ça un peu dans les cas, les nouvelles villes mixtes comme Carmiel et Nazrat Illit, etc. Alors, la notion de mixité est une notion assez complexe parce que ça fait partie du discours quotidien. Et bien sûr, c'est pas un jugement sociologique, c'est seulement le discours que les gens produisent. Et bien sûr, Hébron n'a rien à voir avec ça parce que Hébron, c'est une ville coloniale, ségrégée, c'est un monde séparé. Et on parle là des paradoxes de la citoyenneté, de la citadinité urbaine qui produit ce discours de mixité. Et ironiquement, c'est un discours colonial britannique que les sionistes et plus tard les Arabes palestiniens israéliens ont approprié. Alors, je crois que ça représente un peu cette complexité, la complexité de cette vie ensemble qui est toujours, qui n'est jamais naïve. Je comprends très bien ce que vous dites, Daniel, et je comprends aussi la difficulté parce que il y a rien qui soit dépolitisé dans le sujet dont on parle, c'est-à-dire quand il s'agit d'Israël-Palestine, tout est totalement politique et tout est un peu piégé. Donc c'est juste une histoire de précaution et de réflexion sur les termes employés. Mais vous savez, il y a des questions sur le chat qui peut-être peuvent vous interpeller et peut-être éventuellement. En sémantique, peut-on dire israélite? Non. Bon, israélite, non, on ne dit pas ça. Israélite, c'est classiquement juif. On n'utilise pas vraiment. En effet, le discours, disons, public, s'il n'est pas trop politisé, c'est les juifs et les arabes. C'est ça les notions de base. Yehudim et Arabim. En arabe aussi, arabe ou yahoud. Et là, si on rentre un peu dans les détails sociologiques d'une conscience collective, politique, d'une génération, de la génération X, Y, Z, etc., ça devient plus politisé d'une manière. L'expression, la performance linguistique, on parle des Palestiniens, ça semble un peu plus engagé, ça semble un peu plus politique même. Mais en effet, les générations X, Y et Z sont beaucoup plus intégrées. Ils sont beaucoup plus, ils font partie d'une vision qui en même temps dénie et parfois fragmente une histoire de mobilisation politique qu'on voyait dans les années 60 et 70, même 80. Alors on voit, c'est un paradoxe là dans la situation, dans la société palestinienne. L'apparence est beaucoup plus politisée, mais la structure sociologique est beaucoup moins politique et moins efficace et moins organisée. C'est assez tragique. Et j'ai constaté ça très vivement et très clairement pendant les émeutes, les événements de mai dernier, que les paroles et les discours étaient vraiment émouvants, mais la pratique politique des Palestiniens eux-mêmes était très difficile, très difficile pour les Palestiniens eux-mêmes de s'assembler, de rassembler les énergies politiques pour créer une vision politique unie. Alors vraiment, c'est les contradictions de la sociologie palestinienne qu'on constatait pendant mai dernier. Merci. Alors, une des questions qui sont dans le chat est proposée par Marie Zuber qui demande de revenir à Jaffa et si vous pouvez nous dire un mot sur les opérations des ultra-orthodoxes religieux contre les Palestiniens à Jaffa. Je peux même partager, voyons si je trouve.
la carte. J'ai un autre projet de recherche sur ce qu'on appelle le Garin Torani. Garin Torani, c'est une voyons si c'est ça. Vous voyez là? Alors vous pouvez ouvrir. C'est une image récente que j'ai composée sur les centres d'activité. Là, vous voyez l'équipa orange. Et là, c'est les centres. Là, c'est Jaffa. Et c'est les centres d'activité du mouvement Torani, du mouvement nationaliste religieux. Et ça fait ils ont pénétré Jaffa il y a 15 ans, 2007. Et très effectivement, très silencieusement même, jusqu'à mai dernier, ils étaient presque invisibles et créaient l'infrastructure de l'expansion de ce mouvement social qui a pour but de judaïser Jaffa et de ce qu'on appelle en hébreu, c'est les hitnachel balevavot. Alors, coloniser les cœurs. Coloniser les cœurs. Coloniser les cœurs veut dire qu'il faut, d'une perspective idéologique religieuse nationaliste, qu'il faut renforcer les liens entre les juifs séculaires et les juifs religieux. Que le mouvement religieux, le mouvement des colons dans les territoires occupés a échoué. Et en effet, depuis 2005, depuis ce qu'on appelle le dégagement de Gaza, le mouvement colonisateur, le mouvement religieux nationaliste a changé de stratégie. Et là, la nouvelle frontière, c'est les villes mixtes. Alors, c'est pas seulement la gentrification et la police et les conflits sociaux entre juifs et arabes, etc. Mais c'est là maintenant un acteur social très, très sophistiqué, très déterminé, qui est présent dans toutes les villes mixtes. C'était très clair pendant les émeutes, pendant les événements de mai dernier, qu'ils sont là pour rester, comme on dit, et que l'établissement, la police surtout, leur soutient. Et alors, c'est des synagogues, mais c'est aussi des yeshivot, mais c'est aussi des centres sociaux et municipaux qui ont été, occupés, intégrés par les colons. C'est des écoles. On pourra parler aussi d'un nouveau type de colon, le colon urbain. Le colon urbain qui est un peu, qui gentrifie un peu la ville. Alors, le processus disons, l'invasion ou la colonisation idéologique de Jaffa et des autres villes mixtes est intégral à la gentrification libérale et économique de Jaffa. J'espère que c'est clair. Ce pas deux processus qui sont séparés. La politisation de droite, disons, des espaces urbains, mixtes, en réalité mixtes, une réalité démographique, et fait partie de la néolibéralisation, de la gentrification économique de la ville. Et c'est aussi, ça rend les affaires beaucoup plus compliquées parce qu'il n'y a pas vraiment un objet clair à résister. Ça fait partie vraiment du tissu social de la ville. J'espère que ce n'était pas trop abstrait, mais c'est très dramatique, bien sûr. C'est très, très dramatique, ce qui se passe maintenant à Jaffa. En fait, excusez-moi, si je comprends bien, il y a deux mouvements distincts et qu'on ne peut pas mélanger du tout. C'est d'une part cette sorte de gentrification, enfin bourgeoisement, vous avez dit, de Jaffa par l'arrivée de artistes, de gens de la culture qui ouvrent des lieux, des lieux qui parfois eux sont mixtes effectivement, mais qui sont des opérateurs
culturels, artistiques qui ont ouvert des lieux qui sont des lieux indépendants de la culture, donc qui ne sont pas financés par les ministères ou des choses comme ça, et qui tiennent à leur indépendance, et qui ont investi des lieux qui ne sont pas nécessairement des lieux des théâtres, du cinéma, mais des lieux, des espaces de sociabilité où il se passe aussi des spectacles, où souvent on va dîner, des choses comme ça. Et ça, c'est une forme de gentrification, j'aurais presque envie de dire, qu'ont connu toutes les villes, beaucoup de villes en Europe, en Méditerranée en général, cette espèce de investir des lieux qui ne sont pas dédiés à l'art et à la culture par des acteurs de ce secteur de la créativité nouvelle, jeune et tout ça, et qui ont changé parfois les caractéristiques de quartiers un peu en déshérence, populaire, périphérique, etc. Ça, c'est un phénomène assez large depuis 30 ans, mais en Europe, je pense partout. Et ça, c'est une chose. Après, les mouvements religieux ultra-orthodoxes violents, avec un agenda politique très précis, ça c'est tout à fait différent. C'est vraiment deux choses qu'on ne peut pas mélanger du tout. Et probablement les premiers dont je parlais sont les premiers aussi à être hostiles aux manifestations de judéisation de certains quartiers ou certains immeubles, etc. C'est ça qui est le truc intéressant qui se passe à Jaffa, c'est un mouvement double, complexe, et parfois dangereux dans le cadre des ultra-orthodoxes. Ouais. Mais je dirais mais vous savez que la gentrification libérale était aussi politisée à Jaffa, et elle était politisée même avant l'arrivée des colons. Et pour la plupart des Palestiniens, la gentrification, c'est pas des étudiants qui viennent et qui ouvrent des bars et des théâtres. Non, c'est les prix de l'immobilier ont triplé, quadruplé même. Alors, ça crée vraiment, c'est conçu comme un problème existentiel à Jaffa. Alors, c'est pas que qu'on tolérait les bobos qui venaient à Jaffa. C'était toujours politisé, toujours. On parle de 20 ans, plus ou moins. Peut-être plus, 30 ans, et c'était toujours très très politisé. C'était toujours, on faisait rarement la différence entre, parce que c'était des juifs qui venaient. Alors c'était toujours perçu comme la judéisation de la ville, même avant les colons. Avec l'arrivée des colons, ça devient compliqué parce qu'il y a des coalitions entre les colons et les gentrificateurs libéraux. Il y a des coalitions circonstancielles entre les colons et les juifs anciens de Jaffa. Parce qu'il y a des intérêts, la vie urbaine est toujours dynamique, il y a des intérêts, même éphémères, qui lient entre arabes et juifs, et parfois d'une perspective de classe, par exemple entre les classes moyennes palestiniennes et les classes moyennes juives, qui lie entre des ennemis parfois, des rivaux. Alors, le profil sociologique est beaucoup plus complexe que ça. Ce n'est pas des acteurs qui ont une position claire et stable. Les mêmes acteurs ont multiples positions qui changent en temps et changent à travers la situation, disons, institutionnelle, vis-à-vis la municipalité, vis-à-vis la police, vis-à-vis le voisin juif ashkénaze, vis-à-vis le voisin juif séfarade, vis-à-vis l'État, etc., etc. Alors, c'est extrêmement compliqué, et c'est un peu cette complexité qui joue en faveur des colons. Parce que les colons, puisqu'ils ont un projet, les gentrificateurs, disons, les juifs nouveaux, ce qu'on appelle parfois les bobos, les libéraux, ils n'ont pas vraiment un projet politique. Ils veulent le pluralisme, ils veulent la diversité, ils veulent ils sont attirés par une mythologie romantique de vivre avec les autres, de vivre au bord de la mer, un peu de méditerranéanisme naïf. Par contre, les colons, ils sont bien organisés,
ils ont un projet politique, ils savent ce qu'ils font. Et c'est pour ça que c'est très dangereux. Parce que les villes mixtes, les villes méditerranéennes en général, c'était toujours historiquement un équilibre fragile entre des communautés, des identités et des coalitions avec le pouvoir. Et là, on voit l'entrée d'un acteur qui a pas seulement une vision tout à fait différente, mais aussi des capacités tout à fait différentes, supérieures aux autres. D'ailleurs, ils sont bien, leur budget est des centaines de millions. Budget annuel. Le budget annuel du projet colonial urbain dans les villes mixtes, c'est des centaines de millions shekels. Et des contributions des bénévoles. Et c'est tout à fait, c'est un jeu, c'est terrifiant. Mais ouais, d'abord, il faut comprendre, c'est pour ça que j'ai fait mon projet de recherche sur ça. Il faut d'abord comprendre ça parce que la plupart des Palestiniens, la plupart des Juifs à Jaffa et dans les villes mixtes ne se rendent pas compte de ce qui se passe. C'est un peu ça la tragédie. Et c'est historiquement, on a vu ça à Jaffa plusieurs fois. Quand ils se rendent compte, c'est déjà trop tard. Ce que je voulais dire, excusez-moi, pour toujours sur le même sujet, au-delà de ces questions-là, plus politique, plus identitaire, la question du sentiment de dépossession parfois de la part des Palestiniens historiques qui habitent dans certains quartiers, etc. Je parle de Jaffa, mais ça arrive ailleurs aussi. C'est que le prix du mètre carré augmente énormément quand il y a ces phénomènes-là, y compris de gentrification gentille, si je peux me permettre de dire ça. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, encore une fois, remet le doigt sur la question du pouvoir d'achat, comme on dirait à Paris ou en France. Et donc, l'augmentation des prix au mètre carré à Jaffa et fait partie d'un projet d'une certaine manière de dépossession. Donc, c'est pour ça que c'est assez aigu. Mais votre complexité, je vois très bien de quoi vous parlez et je comprends bien. Et même, ça va même probablement au-delà. Mais il y a quand même cette espèce de base qui me paraît quand même importante. Encore une fois, excuse-moi, je me répète un peu, de l'asymétrie des conditions des uns et des autres. Non, l'asymétrie est claire. J'espère que j'ai exprimé cette asymétrie. Sinon, je répète, bien sûr, l'infériorité de pouvoir des Palestiniens est constitutive. Ça fait partie de l'histoire communale, la frustration, la réaction parfois violente. La spécificité des villes mixtes, c'est que d'abord, on parle d'une société avec un degré de ségrégation assez haut, à peu près 90, et des Palestiniens et plus des Juifs vivent dans des centres ségrégés. Alors, l'exception est la ville mixte. On parle de pas plus que 10% de la population palestinienne. Dans cette exception, il faut parler pas seulement d'une asymétrie, mais aussi d'un régime de propriété. La plupart des Arabes palestiniens, des citoyens arabes, des résidents palestiniens dans les villes mixtes ne sont pas le propriétaire de leur maison. Et c'est le produit d'une histoire de ce qu'on appelle Dmei Mafteach ou location à long terme, qui est un instrument légal aussi britannique qui, en effet, expire après 2 générations. Pendant 2 générations, on peut rester dans la maison, on paye très peu, mais après 2 générations, la maison rentre à l'État. Et là aussi, on parle, la plupart des cas, c'est une propriété expropriée qui ajoute une difficulté aussi politique et symbolique. Alors vraiment, l'asymétrie est très importante et c'était pour ça, par exemple, que le slogan de la mobilisation de mai
2021 était Jaffa is not for sale. Alors Jaffa n'est pas à vendre. Parce que c'est ça, c'est pas seulement une question d'immobilier, et c'est une question aussi une question existentielle, tout court. Bien, merci. Je ne sais pas s'il y a encore une question, parce qu'on n'a plus trop le temps. Si vous avez une question, ça sera la dernière. Oui, je peux vous partager avec vous aussi quelques publications qui, peut-être si ça vous intéresse, c'était un peu trop court. Voici l'article sur urbanisme avec Johan Morvan et un autre article sur revue Esprit, plutôt sur les événements de mai, sur la violence de mai. Et là aussi mon bouquin. Je peux vous donner les deux bouquins si ça vous intéresse. La plupart est en anglais. J'espère un jour de trouver une maison d'édition pour traduire le bouquin en français. Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour tout ce partage de documents, puisque c'est vrai que ça nous permettra de... Ah, pardon. Ah oui. Est-ce que vous avez des questions donc alors, ou bien on peut remercier Daniel Monterescu. Merci à vous. Y compris pour tout ce partage de documents très intéressants qu'on va lire. Eh bien, sur ce, je vous remercie encore beaucoup et j'espère que vous avez pu voir ou que je vous verrai d'ici demain le film qui s'appelle La mécanique de l'orange. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu le visionner entre les deux séances ou sinon, je vous incite beaucoup à le voir si vous ne l'avez pas encore fait. Et donc, vous avez demain pour le voir, mais je vous incite très chaudement à le faire. Donc, je salue tout le monde, notre intervenant en premier, et vous tous pour votre présence. Et je voudrais juste vous dire que la prochaine séance de l'Université populaire de Liremont dans notre cycle sur les villes nous porte un peu loin de la Méditerranée, mais on reste dans l'idée des villes carrefour, puisqu'on abordera la ville de Dubaï. Et donc, la chose intéressante, c'est que on sera à ce moment-là dans un autre régime, c'est-à-dire qu'on pourra être en hybride, c'est-à-dire que ceux qui voudront venir à l'Iremont pour participer à l'université populaire, ils pourront venir, et ceux qui voudront rester chez eux pourront rester chez eux et avoir droit à Zoom également. Donc, rendez-vous dans un mois à peu près. Je peux vous donner la date exacte. Des minutes. La date exacte. Une seconde. Voilà. Donc, c'est le 26 février. Le 26 février, donc, on aura une journée entière sur Dubaï. Et donc, je vous invite à revenir à l'Université populaire sur Dubaï. Donc, soit à l'Iremont, ce serait avec un grand plaisir de pouvoir nous retrouver physiquement à l'Iremont, soit sur Zoom, selon votre préférence. Donc, je vous salue, je remercie tout le monde d'être là et Daniel Monterescu encore une fois. Et à bientôt.